bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif ? Dédramatiser ? Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui est peu banale. C'est une histoire d'attente, d'injustice, mais surtout d'amour. Lorsque Clémence et Anaïs se rencontrent, c'est une évidence. Elles feront un bout de chemin ensemble. Très vite, elles parlent de fonder une famille. En France, lorsque deux femmes s'aiment, elles n'ont pas le droit d'accéder à la procréation médicalement assistée. La loi l'interdit. Alors quand il s'agit de penser à fonder une famille, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et quand l'infertilité pointe en plus le bout de son nez, le combat pour la parentalité devient sans pitié. Ensemble, Clémence et Anaïs ont connu les stimulations hormonales, les inséminations, les FIV, les échecs et les naissances chez les copains avec à chaque fois cette douleur indescriptible que seules les personnes qui la vivent peuvent comprendre. Mais parce qu'il n'y a pas de place pour le hasard dans cette vie, la lumière a fini par éclairer leur chemin grâce à l'adoption. Clémence et Anaïs n'ont pas été enceintes, mais elles ont accouché du cœur. Bonne écoute. Bonjour Clémence et Anaïs, bienvenue sur Prenons un café. Merci beaucoup de me recevoir chez vous aujourd'hui. On est là pour parler de votre histoire à toutes les deux et on va commencer par une petite présentation. Qu'est-ce qui veut commencer du coup ? Moi je vais commencer. Vas-y, dis-nous qui tu es. Moi je m'appelle Clémence, j'ai 36 ans, je suis neurologue et je suis en couple avec Anaïs. Donc, je suis Anaïs, 36 ans aussi, et je suis infirmière. Vous êtes rencontrées il y a combien de temps toutes les deux ? Il y a presque 8 ans. Ouais, presque 8 ans. Ouais. Ouais, dans un service à l'hôpital. Ah d'accord, au travail. Ouais, c'est ça exactement. Un peu Grey's Anatomy, quoi. Ouais. Ouais, moi j'étais interne en fait. D'accord. Dans un service de neurologie et Anaïs était la belle infirmière du service. Ouais. Et Ouais. ça a été le coup de foudre ? Ça a matché. Ouais. Ouais, c'était le coup de foudre, ouais. Ouais. Donc vous êtes très vite mises ensemble, ça a été sérieux très vite. Ouais. Oui. Très vite, ouais. Et on est là sur Prenons un café, on parle de parentalité, donc on va aborder tout de suite le vif du sujet. Vous avez parlé d'enfants tout de suite ou alors vous êtes laissé vivre un petit peu et c'est venu plus tard ? Non, c'est vrai que on a vite parlé, vite abordé le sujet. Ouais. Ouais. C'est quelque chose dont vous aviez envie toutes les deux ? Alors, sans doute moi, je pense que Ouais. j'ai amené tout de suite l'envie dans la relation. Clem, toi, tu étais plus... Moi j'avais cette envie, mais je pense que je me l'étais un petit peu interdit en tant que couple homo en fait. D'accord. Et c'est vrai qu'Anaïs m'a donné vraiment l'impulsion et la force d'y croire et de se dire que c'était tout à fait possible. En fait. Ouais. C'était pas du tout un frein d'être un couple de filles. Donc oui, donc c'est vrai que le sujet est très très vite arrivé dans notre couple en fait. Ouais. Très vite. Alors que toi, c'est un désir que tu as toujours eu d'être maman ? Oui. Ouais. Oui, alors c'est vrai qu'en plus j'ai des couples, enfin à cette période-là j'ai encore d'ailleurs des couples qui ont eu des enfants, Ouais. des couples homo. Et donc ce qui fait que c'était pour moi un exemple. Ouais. Et donc pour moi c'était pas du tout l'impossible. Ouais, donc tu savais que Ouais. c'était possible et que c'était Ouais. carrément envisageable, Exactement, ouais. tout ça. Donc vous en avez discuté assez vite et à quel moment vous avez décidé de vous lancer ? Donc assez rapidement, au bout de 1 an et demi. de Ouais. relation. Ah ouais, ouais, c'est hyper Ouais, tôt. ouais. Ouais. En fait, comme on voulait faire les démarches en Belgique, on savait Ouais. qu'il y avait quand même une période où il fallait attendre une période de 6 mois D'accord. pour tout ce qui était voir la psychologue, faire les démarches médicales. Ouais. Et on savait que c'était long, donc c'était en fait pour faire ces démarches et se dire quand on est prêt, au moins on ne doit pas attendre 6 mois. Ouais, Voilà, oui, c'était une vraiment, question d'anticipation en fait, exactement, plus ouais. qu'autre chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe quand on est deux femmes en couple et qu'on veut avoir un enfant ? Bon, on a la chance d'être à Lille, donc du coup, c'est vrai qu'on a la Belgique pas Oui. très loin. Oui, on a cette grande chance Donc, d'avoir cette proximité-là. parce qu'en France, c'est toujours interdit. Oui, Tout à fait. On parle de loi sur la PMA qui serait en passe d'être acceptée, mais c'est toujours un gros flou. On ne sait pas trop où ça en est. Encore plus mis en pause là, avec la crise sanitaire actuelle. Ouais. Donc oui, effectivement, pour le moment, pas d'actualité. Ouais. Donc du coup, vous êtes allés en Belgique. Comment ça se passe concrètement ? Par quoi on commence ? On se renseigne sur des forums. Ouais.
Donc il y a un forum qui est assez réputé, c'est les enfants d'arc-en-ciel. D'accord. Et donc là, on lit les différents posts. Donc de toute manière, les modérateurs souvent dans ce genre de forum font classe. Donc il y a la Belgique, l'Espagne, après les pays un peu scandinaves. Et donc nous, effectivement, comme on est frontalier avec la Belgique, il n'y avait pas de question. Maintenant, c'était quelle clinique, parce qu'il y a aussi beaucoup de cliniques. Et en fonction, choisir sa clinique. C'est ça, on essaye de trouver la meilleure. Et donc donc on a appelé la clinique de Gand. C'était Saint-Lucas, AZ Saint-Lucas. AZ Saint-Lucas. Et donc on a eu un rendez-vous, alors peu de temps après, 1 à 2 mois. Ouais. Oh, c'est raisonnable. Ouais. Ça va assez vite. Ouais. Et on a rencontré le médecin et on a rencontré le psychologue. D'accord. Donc c'est vrai que c'est des rendez-vous qui sont payants. D'accord. Mais qui stimulent en fait. Ouais. Ça donne du rêve. C'est ça, ça vous fait entrer dans le concret aussi, dans le vif du sujet, j'imagine. Oui. Ouais. Et c'est vrai que le rendez-vous avec la psychologue, moi c'est un rendez-vous qui m'a marqué et qui a été très important parce que elle nous a vraiment déjà donné des clés sur comment aborder l'homoparentalité, comment aborder la PMA avec l'anonymat du donneur. Elle nous a donné des livres qu'on pourrait ensuite proposer à notre enfant pour lui expliquer facilement en fonction de l'âge de l'enfant. Et moi, ce qui m'a plu aussi, peut-être parce que je suis médecin, mais elle s'est appuyée aussi sur des études qui montraient que les enfants de couples homosexuels étaient en tout cas pas moins heureux que des enfants de couples hétérosexuels et qu'ils étaient épanouis et avec aussi un grand sens de la tolérance. Ça t'inquiétait ça ? T'avais besoin d'être rassurée à ce sujet ? Ouais. Je me suis toujours questionnée sur la légitimité de cette envie. Est-ce que moi, ce qui m'importe, c'est pas vraiment ce que pensent les autres, mais c'est ce que va ressentir et penser mon enfant. En fait. Donc, si j'impose quelque chose qui pourrait le déstabiliser et le rendre pas heureux, clairement, j'aurais pu arrêter le projet, quoi. Donc, c'était important pour continuer ce projet. Et toi, du coup, tu étais aussi dans le même état d'esprit ? Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, c'est l'autoroute. Non, je me pose moins de questions. Non, moi, vraiment, ces 2 rendez-vous, vraiment, ça nourrit l'envie, en fait, d'être parent. On se projette, on se dit, allez, dans 6 mois, dans 6 mois, on y est. C'est pas du tout le cas, mais effectivement, ça donne beaucoup d'espoir. On est entendu par des professionnels, on est reconnu par des professionnels en tant que couple, c'est hyper important, en fait. Et c'est quelque chose qui n'existe pas en France, surtout. Non, et puis c'était quand c'était en 2000... C'était tout juste le mariage... 2013 ou 2014. Ouais, le mariage il y a à peine de passer. Donc c'est vrai que être reconnu en tant que couple, c'est énorme. Et puis ça fait beaucoup de bien. Et l'étape suivante après ce rendez-vous avec la psychologue, qu'est-ce que c'est ? Donc, vous avez ce rendez-vous-là. En fait, ce rendez-vous sert à quoi finalement ? C'est un peu pour nous parler en fait de la PMA, comment il procède, comment il fonctionne, tout ce qui est examen à faire en France, parce que donc voilà, on a des examens à faire, donc il faut aussi qu'on trouve un gynécologue qui accepte de nous faire ces examens pour pouvoir avoir cette PMA en Belgique. Et donc en fait on revient en France et puis avec une liste de documents à remplir et aussi une liste d'examens à faire, et on va ensuite chez notre gynécologue et on explique notre projet. D'accord. Alors ça c'est vrai que c'est un point très important, c'est que il faut qu'il y ait un support et un relais en fait en France. Et nous on a eu de la chance parce que notre gynécologue il a tout de suite été OK pour nous suivre dans ce parcours. Mais c'est pas le cas de tous les couples qui doivent parfois frapper à la porte de plusieurs spécialistes avant de pouvoir être accompagnés. Oui, parce que les spécialistes ont le droit de refuser, fait. Oui. Il y a ce moment-là,
c'était encore interdit et les gynécologues encouraient des sanctions. D'accord. En fait. Oui. Alors actuellement, c'est plus le cas, mais à ce moment-là, en fait, lui engageait sa responsabilité en tant que médecin. Donc c'est vrai que c'est pas évident du tout, en fait. Oui, c'est clair, j'imagine. Donc vous trouvez votre gynécologue donc, en France. Ensuite, c'est quoi l'étape qui vient juste après? Moi, ça va assez rapidement, puisque c'est... Alors, il y a aussi une étape où, on n'en parle pas, mais c'est important de dire qui va vouloir être maman. Qui va porter l'enfant, voilà, bien sûr. Ah oui, et ça, chez vous, c'est une discussion que vous avez eue, j'imagine? En fait, comme je pense que j'avais mis le sujet sur la table, c'était moi. En plus, bon, j'ai un an de... Enfin, je suis un peu plus âgée d'un an, donc on avait dit on va commencer par moi. Ouais. Mais est-ce que la grossesse vous intéressait toutes les deux? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie de vivre toutes les deux? Non. Non, toi non? Moi non plus. D'accord. En fait, c'est... Alors, je vais dire oui à ce moment-là, mais maintenant, avec ce qui arrive par la suite, je me suis dit, peut-être pas en fait. Ouais. Donc, peut-être pas. Comme quoi, apparemment, la vie est bien faite. Ouais. Ah, mais il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Non, je pense que ça n'a jamais vraiment été... la finalité d'être enceinte. Oui, parce qu'il y a des femmes qui juste rêvent d'être enceintes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui plaît. Pas Anaïs, peut-être un petit peu plus, mais pas non plus. Pas non plus oui, j'aurais bien. Enfin, je pense tout le monde a envie d'avoir un enfant qui lui ressemble un petit peu avec les traits. Ouais, c'est plutôt cet aspect-là. Oui, cet aspect-là. Ouais. Pas, je pense pas avoir fantasmé le fait d'avoir un ventre rond et de sentir l'enfant bouger. D'accord. Ouais, c'était vraiment l'aspect plus génétique finalement que la grossesse en elle-même. Ok. Donc, du coup, vous aviez décidé que ce serait toi, Anaïs, qui porterait l'enfant. Oui. C'est ça. Et donc, j'imagine que tu dois passer toute une batterie d'examens, toute une batterie de tests. C'est ça, une prise de sang. Ouais. Après, frottis. C'est les premiers examens. Ensuite, après, c'est pour les premières inséminations, en fait. Oui, c'est assez léger. Hein. Ouais, c'est... Oui, parce que la première insémination, en fait, en Belgique, ils la font même sans stimulation. D'accord. Donc, limite, on a su un peu par la suite que ça servait strictement à rien. Ah bon Ouais. D'accord. Bon... mais c'est quand même de l'argent. C'est ce que j'allais dire. J'allais aborder après l'aspect financier, justement. Mais juste terminer sur ce chapitre-là. Sur le parcours en lui-même, à un moment, vous devez choisir un donneur. Alors, en fait... Ou alors, comment ça se passe? On peut effectivement choisir des critères chez un donneur. Et effectivement, tout est payant. Voilà. Et ou soit c'est vraiment... On a... En fait, on a un groupe sanguin, clairement, qui correspond au nôtre. Et le donneur, ça s'arrête là. C'est les médecins qui vont essayer de trouver un donneur qui ressemble à notre partenaire. D'accord. Voilà. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas du tout... Alors, on peut essayer de savoir à demi-mot d'où viennent les gamètes. Ouais. Souvent, ça vient du Danemark. D'accord. Pour la Belgique. Parce qu'apparemment, c'est vrai qu'en Belgique, ils n'ont pas beaucoup de dons, en fait. Un peu comme en France. Mais c'est tout, on n'en sait pas plus. Ouais. Mais par contre, on a soit la possibilité du don totalement anonyme, ou soit la possibilité du don semi-anonyme. D'accord. Où là, en fait, l'enfant peut, à ses 18 ans, en fait, contacter le donneur. Le donneur qui aura laissé un mail ou un numéro de téléphone, en sachant que ça comporte un risque. Ils nous ont prévenu, c'est qu'en 18 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Le donneur peut changer de coordonnées sans les communiquer, peut décéder. Et donc parfois ça crée une attente et ça peut être compliqué. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question et puis finalement on a rapidement abandonné. Et en plus c'est vrai que c'est aussi un coût supplémentaire de choisir cette option-là plutôt que le donneur. C'est vrai que c'était la psychologue qui avait abordé ce sujet-là et c'est vrai que ses arguments étaient convaincants. Donc on va parler du coup du budget. Combien ça... Après, j'imagine que selon le nombre d'inséminations qu'on fait, ça change le prix. Alors, l'insémination, c'est par insémination. D'accord. Voilà, donc après, je pense que ça dépend des cliniques. Nous, je pense, quand on a débuté,
C'était 375 €, je crois, l'insémination. D'accord. Ouais, pour terminer. Et après, alors, il y a eu une augmentation quasiment. D'accord. Tous les ans, une petite augmentation. Ouais, Ok. tous les 6 mois. Hein. Ah ouais. Ouais, ça allait très vite et je crois qu'on a terminé aux alentours de 450. Ah ouais, c'est pas des petites augmentations quand même. Ah ouais, non. Et sachant que la première insémination, elle est plus chère parce qu'il y a les frais de dossier. D'accord. Les frais de dossier, donc en gros, ça fait une insémination à 600, 700. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, apparemment qui servirait pas spécialement, qui Oui. fonctionnerait Non, vraiment en fait, pas. Je pense qu'il faut préciser là-dessus, c'est Ouais. plus qu'en fait, a posteriori, en fonction de la femme en question. Ouais. Oui, après, C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que finalement Anaïs avait besoin d'être stimulée, et voilà. Et peut-être qu'on aurait gagné du temps de le déjà. Mais ces propos-là est venu débuter. d'une gynécologue en France. D'accord. Qui nous a dit. Ok. Nous a fait comprendre que ça servait Un peu à rien, ouais, d'accord. Donc du coup, voilà, donc toutes ces étapes-là sont faites. Vous passez à la première insémination. Oui. Vous imaginiez quoi en fait? Que ça allait fonctionner tout de suite Oui. ou... Ouais. Bah oui, bien sûr. Dans quel état d'esprit vous êtes allé à cette insémination du coup? Je pense pleine d'espoir. Ouais, peut-être un peu stressée parce que c'est vrai qu'il faut jouer un peu. Bon, c'est ça, il faut jouer avec son cycle, il faut jouer avec le travail, enfin les deux boulots. Et bon, après on a eu on a la chance, ça a une heure de route Oui. quand même. Mais non, c'était. Ouais, on était super excités. Bah, c'était une belle aventure qui Ouais, commençait en c'est fait, ça. c'est On ça. s'est dit dans 15 jours on fait la fête. Super excitée, en même temps, moi je sais qu'à l'époque, j'étais, je pense, un peu moins prête qu'Anaïs. D'accord. D'accueillir aussi rapidement finalement dans notre histoire de couple un enfant. Donc il y avait aussi c'était un peu mêlé aussi de ah bah ouais mais mince, mais si ça marche, ça va arriver quand même très vite. Quoi. Ouais. Finalement, on a eu beaucoup de temps devant nous. Ouais. Mais au début il y avait ça aussi de se dire bah si ça arrive, ça va finalement arriver très vite par rapport à notre histoire de couple. Ouais. Et donc du coup la première insémination n'a pas fonctionné. Comment vous le vivez vous, ce premier échec? Bon, on le savait que ça pouvait ne pas fonctionner, donc en fait, quand on est dans un parcours PMA, on est triste, on pleure, et qu'on a nos règles en fait. Mais c'est le début, nos règles, c'est le début d'une nouvelle aventure. Ouais. Donc, on repart... On repart d'emblée sur le cycle d'après, sur l'insémination d'après, et voilà, ça va très vite, et on a peu de temps, en tout cas au début, pour s'apitoyer sur notre sort. Puis voilà, c'est vrai que les premières inséminations, c'est classique, quoi. Ça fonctionne pas, 1, 2, 3, 4 inséminations. Donc les premiers échecs, forcément, il y a la déception, parce qu'il y a beaucoup d'investissement, pas que émotionnel, beaucoup d'investissement, et donc oui, il y a une déception, mais comme dit Anaïs, c'est vrai qu'à chaque fois on se remotivait et en fait on enchaînait vraiment. Ouais, il n'y avait pas de cycle très peu. De repos en fait finalement. Très peu. Non. Bah, après il y a eu des périodes un peu de vacances qui ont fait qu'on a... C'était des repos, oui, on va dire un peu imposés, mais nous après on a très rapidement en fait organisé notre vie en fonction de ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quand même pas mal d'examens à faire. Enfin, tu peux pas aller à ton rendez-vous en Belgique quand tu veux. Enfin, c'est un moment précis du cycle, donc il faut organiser tout ça. C'est quand même un sacré... C'est vrai que très rapidement, on s'engageait plus dans des projets. Voilà, donc, d'où le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de cycles où on n'a pas fait d'essai. Parce que c'est rapidement devenu notre priorité. En fait. Et vous avez fait combien de tentatives ? On n'a jamais... Alors, parce que... Donc, il y a eu les inséminations classiques. Après, il y a eu les inséminations avec stimulation. Ok. Et après... je ne sais pas si on aborde déjà, mais... Sur après, il y a eu moi. Oui, bah justement, c'est pour ça que moi j'étais d'abord sur Anaïs. Non, et à quel moment vous avez... Combien ça fait d'essais? Bah, t'as fait en tout sur 3 ans. 3 ans, d'accord. Et... Ouais, mais après, c'était pas tous les mois sur 3 ans. Donc, j'aurais dit 20. Ah ouais. Ouais, donc en plus, au final, ça représente quand même un sacré budget. Oui.
Et encore, nous, c'est ce que je disais... un peu moins quand même. Oui, peut-être 15, je sais pas. En tout cas, un certain nombre. Ouais. Après, oui, je disais que par rapport au budget, c'est vrai que nous, finalement, on payait que l'insémination. Mais après, il faut penser aussi aux femmes qui doivent payer le transport, l'hébergement, quand il n'y a pas la possibilité de faire l'aller-retour sur une journée. Donc nous, on s'en sortait pas si mal que ça. En fait. Oui, parce que c'est ce que je disais en tout début, c'est qu'on a quand même cette chance d'être vraiment proche de la Belgique, ce qui fait qu'on peut y aller un peu... on prend la voiture, on y va. Quoi. Nous en fait, on partait le matin et on était au boulot à 13 ou 14 heures. Ouais, voilà. On faisait vraiment le truc sur la ça chamboulait pas vraiment... ça chamboulait une demi-journée, mais pas... Il fallait pas prendre une semaine, ce genre de choses, quoi. Tout à fait, Non, c'est ça. Et puis donc en fait pour revenir au nombre, il y en a eu alors avec Steam, sans Steam et à la fin donc j'avais une Steam où je m'injectais en fait des hormones et c'est vrai que là c'est toujours plus compliqué puisqu'il fallait faire un monitorage d'ovulation la semaine avant, donc il fallait courir chez le gynécologue, mais le gynécologue il est fermé tel jour. Parce que si ça tombe un dimanche, c'est pas c'est ça. En fait c'est stressant, en France, les gens qui font une PMA, les couples hétérosexuels, ils sont suivis dans un programme, tout est bien balisé, et puis ils ont moyen. Mais quand nous, on fait ça à l'étranger, c'est compliqué en fait. Il faut vraiment trouver, si on peut pas faire notre échographie chez le gynécologue qui nous suit, il faut qu'on prenne un rendez-vous en ville. Et puis il faut expliquer vite fait l'histoire, c'est toujours un peu... C'est devenu après un stress c'est ça. quotidien. C'est stressant. Comment on va faire? Puis on se sent un peu dans l'illégalité en fait. Et c'est dur à porter parce que c'est pas ce qu'on veut. Mais et puis vous commettez pas un crime, quoi. Non, voilà. Mais c'est un peu ça. Oui, après c'est vrai que même ne serait-ce que quand on va à la pharmacie récupérer les médicaments, les traitements hormonaux... Et on parle de notre mari ou de notre compagnon parce que sinon ça peut ne pas bien se passer. Quoi, si on sait Ils peuvent refuser une prescription? Je ne sais pas. Non, je sais pas. Parce qu'à partir du moment où vous avez une ordonnance, de toute façon, c'est l'ordonnance qui prime, j'imagine. Non, je sais pas. Après, on pose pas non plus. Ça vous est pas. En tout cas, on a toujours. Fait en sorte effectivement d'éviter au maximum les questions. Et aussi de protéger aussi, je pense, notre gynécologue. Oui aussi. Voilà. Oui aussi, c'est vrai qu'il y a ça qui entre en compte à ce moment-là. Et à quel moment vous avez décidé donc du coup de switcher, de changer et de passer sur de changer de porteur quoi? Moi j'en ai eu marre en fait. D'accord. J'en avais marre. Après je pense que les hormones au bout d'un moment ça monte un peu au cerveau. On fait pas de FIV parce que vous parliez de stimulation tout ça, mais donc du coup est-ce que la FIV est possible? Toi t'en as pas fait du coup? Alors encore après d'accord, c'est encore un épisode. Excusez-moi, je grille les étapes. non là c'est vrai que là j'en avais marre. Effectivement on pouvait parler de FIV, mais l'avantage dans un couple de filles, c'est qu'il y a 2 utérus. Donc on s'est dit, moi je vais me remettre un peu au repos, puis je voulais me stimuler j'avais envie de voir autre chose, d'être motivée par autre chose. Laisser ton corps tranquille aussi ça. Un peu. Et donc, puis même après, elle a ressenti cette envie aussi maintenant vous anticipez même mes questions. ça s'est bien goupillé en fait. Je pense qu'Anaïs était fatiguée physiquement, fatiguée psychologiquement. Je pense que ça a été très très dur. Même si je trouve quand même que tu as bien résisté pour ensuite avoir vécu. Oui, c'est ça, c'est que du coup tu peux comprendre. Tu as vraiment été super solide, en tout cas psychologiquement, très solide. Après, juste à ce moment-là, bien sûr on pensait à la FIV, mais il y avait vraiment un frein financier pour la FIV. D'accord. Parce que, alors en Belgique c'est 6 000. Ouais, je pense. Pour une fille? Pour une fille, 6 000 ou 7 000 euros. Donc, ah oui, quand même. C'est vrai qu'il y avait clairement cette question-là. Alors après, oui, on a toujours dit qu'on aurait tout fait pour avoir un enfant. Mais après, le problème de dépenser cette somme-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas de garantie de résultat. Oui, bien sûr. Et qu'après, si c'était pour se griller ensuite, on va dire, toutes nos cartouches... c'était vraiment un pas à passer qui était un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'on s'est un peu entêté au début à continuer sur les inséminations. D'accord. Et voilà, et donc
parce que Anaïs était un peu épuisée, parce que voilà, moi je pense que j'avais cette envie aussi qui arrivait, j'avais envie de prendre le relais d'Anaïs pour la soulager. Du coup, c'est moi qui ai pris le relais au bout de 3 ans, je crois. 3 ans et demi. D'accord. Ouais, c'est ça. Et 3 ans et demi, oui, en sachant que je pense que là on a fait une petite pause de 6 mois parce qu'on s'est mariés. Oui, d'accord. Voilà. Donc vous êtes passé sur un autre projet, un peu s'aérer l'esprit, tout ça, ouais. Je pense qu'on avait besoin de penser à autre chose. Et puis là, on a fait la première vraie pause de plusieurs mois d'affilée. Ouais. Voilà, pour vraiment se focaliser sur le mariage. Et puis on voulait profiter du mariage, boire un peu de champagne. Ah ouais. Voilà, donc on s'est dit, on profite de cette pause pour prendre le relais. Donc moi, je débutais après le mariage. D'accord. Est-ce que vous devez recommencer tout le parcours, enfin psychologue, tout ça, ou non, pas besoin. Si on reste dans la même clinique, on est considéré comme couple, donc d'accord. Non. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Après, bien sûr, moi j'ai dû faire les tests médicaux. Oui. En sachant que c'était un peu différent parce que moi j'avais un diagnostic de SOPK. Qui est syndrome des ovaires polykystiques. Ah d'accord, oui. Donc déjà la notion qu'il y aurait des difficultés à avoir un enfant. Ok. Et donc d'emblée, par contre, moi ça a été tout de suite des inséminations avec stimulation en fait. Ouais. Voilà. Donc avec hormones et tout ça. Donc d'emblée le truc un peu hard quand même. Ouais. Comment tu l'as vécu ? Au début, pas trop mal. Surtout que en fait, je suis tombée enceinte deuxième essai, je crois. Ouais. Ah oui. Deuxième essai. Toi, t'étais jamais tombée enceinte. Ouais. Non, rien ne s'accroche. Ouais, rien du tout. Jamais rien eu. Sans aucune explication. Ouais. Ouais, parce que du coup, vous avez fait, j'imagine, tous les tests possibles et imaginables et sans. Ah oui. Et toi, du coup, deuxième essai. Et moi, oui, deuxième essai, grossesse gémellaire. Ok. Grossesse gémellaire, donc. Du coup, pas trop de suspense, donc j'ai fait une fausse couche. Ouais. Et là, ça a commencé à être très compliqué. Au bout de combien de temps, la fausse couche ? 7 ou 8 semaines. Donc c'est une fausse couche précoce. Oui, bien sûr. Après, je pense que toutes les fausses couches sont compliquées à gérer. Et je pense quand il y a cette attente et ces années d'attente derrière, peut-être que ça allait encore plus. Donc il y a eu cette fausse couche. Mais tout de suite, comme c'était le cas toutes les fois avant, moi, ma seule idée, c'était quand est-ce que je peux refaire un essai, quand est-ce que je peux refaire un essai. T'as pas pris le temps de process cette fausse couche ? Non, je pense que j'ai fait un essai là, au 2e cycle, quoi. Ouais. Ah oui. Ouais, hyper tôt, quoi. Ouais, mais là, après, à peu près à ce moment-là, de toute façon, c'était devenu une obsession. Ouais. C'était vraiment... Ce qui est difficile dans le parcours de la parentalité, c'est en fait tout ce qui est l'aspect... en fait, c'est tous les amis qui nous entourent et qui, eux... J'allais y passer justement à ce passage de l'entourage. À la fin, c'est ça, mais une course au bébé. Ouais. Et c'est super difficile en fait, parce qu'on sait les amis qu'on aime et en fin de compte, on se voit que... T'arrives pas à te réjouir en fait. À la fin, on se déchire, c'est ça. Ouais. Enfin, surtout sur des longs parcours. Ouais. Ça a été très compliqué. Au départ, ça allait parce que le groupe n'avait pas l'envie. Mais après, petit à petit, les personnes... moi, ça a commencé, je pense, par ma propre famille. Mon frère, qui est avec sa copine, qui ont eu un bébé relativement vite. Alors, je suis super heureuse pour eux. Mais c'est vrai que quand on nous dit c'est arrivé sans prévenir, entre guillemets, et toi à côté, t'essaies en fait, ça c'est dur en fait à vivre. Ouais, j'imagine. Et souvent les grossesses un peu comme ça, où on nous dit non, mais on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Ouais, j'ai arrêté ma pilule, je suis enceinte le mois d'après. Suite, c'était des choses qu'on ne pouvait plus entendre, quoi. Ouais. C'était et c'est vrai que ça doit être extrêmement violent. Parce que autour de vous, vous en avez parlé tout de suite de votre projet de bébé. Pas tout de suite, mais on va dire la première année c'était assez confidentiel. Ouais. Et puis le ressenti, c'était pas trop lourd à porter pour nous, je pense. Donc, puis les gens nous posaient pas la question.
Ouais. C'est vrai, les gens... Oui. C'est vrai qu'on pose beaucoup la question au couple hétéro. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est même très agaçant qu'on pose la question. C'est pour quand, ceci, cela. Et on pose peut-être moins la question à un couple homo. Oui, tout à fait. Bien sûr. Ou même fille ou garçon. Ouais. Mais c'est vrai que les personnes ont évité de poser cette question, alors je sais pas pourquoi. Puis après, quand ils ont su qu'on avait du mal, ont toujours évité le sujet de toute manière. Donc, ouais, je pense la peur de blesser, la peur de... C'est vrai que de toute manière, c'est un sujet tabou aussi. Ouais, complètement. La PMA, de manière générale, est un sujet tabou. Le fait de pas réussir à procréer dans la société, c'est pas quelque chose... dont on parle au dîner. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on aborde. Après, oui, c'est vrai que quand on entendait des histoires à droite à gauche de personnes plus ou moins proches qui avaient des difficultés, alors c'est dur à dire, mais oui, effectivement, on se sent moins seul et ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas, pas seul dans ce cas de figure et que d'autres couples galèrent, d'autres couples traversent ces difficultés-là. Donc oui, on a pu échanger quand même aussi avec d'autres couples, mais finalement chaque histoire est différente et même si un autre couple est dans un parcours de PMA, finalement c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire parce qu'il y a toujours on compare sur la manière de faire et puis sur leur prise en charge. Par exemple en France, nous est nul en France et pour eux elle est totale. Ouais, bien sûr. Il y avait ce côté-là aussi qui était un peu dur à gérer pour nous parce que une espèce d'injustice. Ouais, voilà, il y avait ce sentiment-là et du coup il y avait de l'envie, il y avait de la jalousie, voilà, de pourquoi le couple d'amis hétéros, eux, ils ont rien à payer, eux, ils vont au coin de la rue pour faire leur insémination, etc. Et ouais, du coup il y a de la colère, il y a de la rage, il y a tous ces sentiments, pour la plupart négatifs. Ouais. C'est vrai qu'à la fin, en fait, moi je sais que je détestais qui j'étais devenue en fait. Ouais. Je détestais ces sentiments. Ouais, j'avais honte, mais en même temps ça se contrôle pas, c'est plus fort que tout et donc là, le seul moyen de contourner ça, c'est de s'isoler et de faire en sorte de pas être confronté à ces sentiments-là ou en tout cas de les vivre à huis clos quoi. Ouais, complètement. Tu disais que tu avais voulu relancer la machine tout de suite après la fausse couche. Ça n'a pas fonctionné, j'imagine. Non, ça n'a pas fonctionné et c'est devenu de plus en plus difficile psychologiquement. Ouais. Je pense de par les hormones déjà. Je pense que moi, pour le coup, j'ai beaucoup moins bien supporté qu'Anaïs. Donc il y a les effets secondaires des hormones et ensuite je pense qu'il y a la déception et la colère que ça fonctionne pas et là ça commence à vraiment être lourd à porter et au point qu'après moi j'ai fait une grosse dépression en fait. Ouais, vous êtes fait accompagner psychologiquement sur ce parcours en dehors de ce rendez-vous psy que vous avez au début ou pas du tout? Non. À la base c'était un projet de bonheur. Ouais, de bonheur bien sûr. C'est vrai qu'on se sent pas... moi je me suis jamais dit je vais pas être bien ou... Ouais, non, c'est vrai qu'au début, c'est pas du tout quelque chose qu'on envisage. Après, pour répondre à ta question, moi, finalement, j'ai eu un suivi que j'ai d'ailleurs toujours maintenant, mais qui va bientôt se terminer. Hein. Il n'y a pas de tabou. Moi, je pense que le suivi psy est bénéfique à tout le monde. Moi, je l'ai fait pendant toute ma grossesse. La seconde où je suis tombée enceinte, j'ai appelé le psy. Je savais même pas que j'étais enceinte, j'ai appelé déjà le psy pour prendre un rendez-vous et j'ai été suivie pour toute ma grossesse et encore après. D'accord. Parce que je pense que c'est un tel chamboulement de toute façon, la parentalité, quelle qu'elle soit en fait. Peu importe la manière d'y arriver, peu importe les échecs et peu importe les réussites, c'est un tel chamboulement que moi je pense qu'un suivi psy est important dans ces moments-là en fait. Puis ça révèle plein de choses, ouais, bien sûr. Plein de choses qu'on n'imaginait pas. Et Complètement. T'as fait combien d'essais toi Alors, je dirais 6 ou 7. D'accord. Je pense que t'étais une dizaine. Alors voilà, une dizaine. Sur combien de temps du coup? Mise, en fait, un an et demi, je pense. C'est vraiment peu finalement. T'as vraiment enchaîné quoi. Ouais. Et puis à un moment, je me suis écroulée en fait. Hein. C'est vrai et là, c'était, je pouvais plus. Donc moi, j'ai arrêté.
Et ensuite, on a décidé... Oui, alors entre-temps, en fait, on a pris finalement un troisième avis. Parce D'accord. qu'on avait les gynécos de Belgique, le gynéco en France, et on a pris un troisième avis. Et on s'apprêtait en fait à faire une FIV en Belgique. D'accord. On avait passé le... Ok, donc toi, du coup, Anaïs, tu allais faire... ouais, c'est ça. J'ai pris Clémence, j'ai essayé de la relever, et j'ai dit, bon, je vais retourner dans ce projet. Et par contre, ça sera avec une fille, fécondation in vitro, parce que de toute manière, moi, ça me prenait pas. Ça prenait pas, non. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise sur ce système. Et donc, j'avais pris tous les renseignements en Belgique. Ouais, on avait déjà bien avancé le projet, on avait même quasiment une date, je crois. Ouais. Et on a un couple d'amis qui, la maman est gynécologue, et donc D'accord. on a pris rendez-vous avec elle, et elle nous a reçus. Aussi en tant que couple, ça nous a fait du bien. Ouais. Oui, ça c'était... Parce que, juste pour préciser, notre gynécologue en France, c'est assez étrange parce qu'il est, il est super, il nous soutient. Par contre, il y a Anaïs et Clémence. D'accord. Mais il y a pas... il y a Anaïs et Clémence d'un autre côté, disons qu'il ne nous a jamais reçus ensemble. C'est ça. Ah jamais. Ouais. D'accord. Jamais. Donc c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question de pourquoi. Et même quand moi je vais en consultation et que je parle d'Anaïs, on dirait qu'il il a une gêne. Je sais pas. Voilà, et c'est vrai que là, cette gynéco qui nous a reçus en tant que couple, ça nous a fait beaucoup de bien. Ouais. Bien sûr. Et c'est là où elle nous a dit non, mais arrêtez les filles, la Belgique, c'est de la maltraitance psychologique qu'ils ont pu faire avec vous. Enfin, elle nous a vraiment... Par rapport à quoi ? Par rapport au nombre de l'intensité, bien sûr. Sur la manière, sur les traitements, les inséminations avec ou sans traitement, c'était du grand n'importe quoi. D'accord. Normalement, vous êtes censé avoir un rapport quand ça ne fonctionne pas, d'avoir des données, mais pourquoi ça ne fonctionne pas là en fait, c'est vrai. C'était une vraie errance en fait, finalement. Tout à fait. Vous étiez complètement à l'abandon. Ça ne fonctionnait pas, on ne savait pas pourquoi, donc on reprenait. Et puis on recommençait, voilà. Jusqu'à on dit que déjà au bout de 4 rincés, il faut déjà commencer à se poser la question de passer à une FIV, et en tout cas faut mettre le haut là. Parce que c'est quand même éprouvant pour le corps et pour tout. Pour le mental, pour le corps, pour absolument tout. Ouais. Donc là, ça a été un peu la douche froide, parce que c'est vrai qu'on s'était dit, bon allez, en janvier, hop, c'était une période de décembre, donc en janvier, hop, on fait une FIV, on avait vraiment... nouvelle année, nouvelle... Ça. Et là, la gynécologue, elle nous dit, non, faut pas aller en Belgique, il faut aller en Espagne, il y a des très bonnes cliniques. Alors là, Clémence, ça devenait une autre logistique, là. Tout à fait. Oui, déjà, où ? Alors, on avait des noms de cliniques, mais où, laquelle ? Est-ce qu'on parle espagnol ? Est-ce qu'ils parlent français ? Non, mais... C'est ça, et puis, quel prix aussi pour la FIV, bien sûr. Puis, maintenant, il n'y a plus... c'est plus le prix de l'essence, c'est le prix du kérosène. C'est l'avion, c'est clair. Ça. L'hébergement, là, c'est vrai que pour le coup, ça n'a rien à voir. Tu fais pas l'aller-retour sur la journée. Exactement. Voilà, et donc les deux villes qui revenaient, c'était Madrid ou Barcelone. Ouais. Donc on a choisi Barcelone, et après on a choisi une clinique assez réputée dans la FIV et le don d'ovocytes. D'accord. Et qui en plus parle français. Donc c'était génial. Oui, parce qu'ils doivent être habitués aussi à recevoir des couples français. Même, je pense, l'international. Oui, bien sûr. Ils sont très très connus, vraiment réputés. Il faut savoir qu'ils reçoivent aussi beaucoup de couples hétérosexuels. C'est pas que beaucoup. Ils sont vraiment au top. Ouais, ils sont au top. Pour le don d'ovocytes. Bien sûr. Et donc on a eu un rendez-vous téléphonique. Ça s'est très très bien passé. Et on a la possibilité d'avoir un rendez-vous en Skype avec le médecin, ou de se déplacer, d'avoir le rendez-vous. Donc nous on avait choisi de se déplacer, ça nous a un petit week-end. Ouais, c'est ça. Un petit week-end à Barcelone, sangria et tapas. Ouais, c'est ça. On a joint l'utile à l'agréable. Ouais. Et puis ça nous a beaucoup plu, l'accueil, la structure des locaux. Pour le coup, vraiment. Super contact, super accueil, ça nous a reboosté. Ouais. En plus, comme dit Anaïs, ça nous a fait un petit week-end en amoureuse. Puis là, c'était vraiment juste un rendez-vous, donc on savait qu'il n'y allait pas avoir... vous avez pris l'air. Tests, puis ça changeait aussi de cadre. C'était pas la même clinique, c'était plus... c'est une jolie ville, mais bon, on en fait vite le tour quand même.
Donc super, on est revenu... Avec pareil, un gros dossier. Ouais. Alors là, pour le coup, avec beaucoup d'examens. Donc là, je me suis dépêchée à prendre des rendez-vous parce que c'était hystéroscopie. Ouais. Donc là, c'était une anesthésie générale. Voilà, ensuite... Ils allaient vraiment en profondeur, en fait. Oui. Ce que finalement, en Belgique, ils ne faisaient pas du tout. Non, en fait, l'Espagne nous ont écoutés. Ouais. Et là, donc la doctoresse nous a dit, écoutez, on sait pas pourquoi, donc on va faire tous les examens. Donc il y avait un cariotype. Ouais, cariotype. Hystéroscopie, en sachant qu'Anis Avec biopsie. avait déjà fait l'hystérosalpingographie avant. Ouais. Donc ça, c'était déjà la fameuse. Ouais. C'était coché. Ah oui, alors là, je voulais pas la refaire celle-ci. Parce que celle-ci, elle n'est pas sous anesthésie. Voilà, donc là, comme on était vraiment reboosté, là, c'était vraiment au plus vite, au mieux. Et en sachant qu'il nous avait dit que dès qu'on a le dossier complet, pour le coup, ça va très vite. Oui, ça en gros, un mois après, on peut... oui. Le dossier est ok, on commence. On y va, quoi. Ok. Et donc j'étais toujours suivie par notre super gynécologue qui nous a fait les prescriptions donc là d'hormones, mais vraiment qui des doses des plus grosses doses, d'accord. à peu près 10 fois ce qu'on avait pour Puis c'est pas du tout les mêmes mais c'est pas le même protocole non plus. Voilà. Et donc là donc je me suis injectée tous les soirs, pareil, il y avait un monitoring tous les 2 jours, monitoring d'ovulation et monitorage pardon. Et donc ensuite, tous les jours, chaque fois qu'il y avait une écho et prise de sang, on communiquait les résultats à la clinique. Et donc nous, on essayait de savoir à peu près quand est-ce qu'on... Parce qu'il fallait... Oui, il fallait prendre le billet d'avion. Ouais, voilà, il y a tout ce côté-là c'est un peu stressant, qui se rajoute aussi en termes organisationnels, qui est très très compliqué. Parce que du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on s'absente un petit peu du jour au lendemain. Il faut poser des jours au travail. Alors, moi j'ai eu de la chance parce que ça tombait sur une semaine de congé. D'accord. Donc franchement, pour le coup, j'ai pas eu besoin de mettre un arrêt. Et puis pareil, pour les billets d'avion et puis l'hébergement. Donc on a essayé de calculer, je crois qu'on a réussi à trouver à peu près le moment... c'est une semaine de STI, mais c'est la semaine suivante. Voilà. Oui, ça reste quand même... Oui, voilà. À 1, 2, 3 jours près, on arrive quand même à s'arranger sur les dates. Donc en fait, ce qui était prévu à l'origine, c'était j'arrivais en Espagne, je me faisais ponctionner, et 3-4 jours plus tard, on faisait un transfert. D'accord. Et alors là, je suis partie, j'avais 5 nouveaux sites qui ont été prélevés. Mais donc après ils ont été fécondés. Et il n'y en avait que 4 embryons. Et parallèlement, mon corps n'était pas du tout réceptif à un transfert. Donc là c'était à 2 choix. Donc en fait, juste avant de partir, en sachant qu'on avait réservé du coup même 10 jours je crois. Là en fait, l'Espagne nous dit ok, vous pouvez venir pour la ponction, mais par contre on ne pourra pas faire le transfert. Parce que, alors je sais plus, c'était le taux de... Je crois que c'est la progestérone qui était... Oui. En gros, voilà, ça voulait dire qu'Anaïs n'était pas dans les conditions optimales pour qu'ensuite... qu'une grossesse puisse prendre, donc là, en fait. pareil, nouvelle douche froide, on s'était encore projeté dans quelque chose et... on a passé une semaine en Espagne. Ouais, donc de toute façon, on a toujours essayé de rebondir comme on pouvait, mais c'est vrai que les premiers jours, ça a été un peu compliqué. Surtout qu'en plus, moi, physiquement, je venais de subir une ponction, j'avais trop mal au ventre, chaque fois que je m'asseyais, j'avais le sentiment... Puis les hormones aussi que tu t'es injectées avaient peut-être une... Je pense que j'ai jamais mal vécu. Non. Alors, je pense que je devais avoir du répondant à ce moment-là, mais j'étais pas... Ça change pas trop. Je suis peut-être encore souvent. Ça reste longtemps, ces petites choses. Et non, puis après, on a quand même profité de Barcelone, c'est une ville géniale. Bien sûr. Et donc, en fait, ce qui nous stimulait, c'était quand est-ce qu'on peut revenir, en fait. Toujours la question de quand. Donc, c'était... On a fait ça quand après, donc le premier transfert, c'était en mai. Mars. Ouais, mars. Non. Si, mars. Mars ou mai, bref, peu importe. Non, pour moi, c'était mai. Bref, peu importe, toute cette période-là. Une belle saison à Barcelone. On a eu le transfert, donc j'ai eu le transfert de 2 embryons. Qui n'ont pas... Donc on avait 4 embryons. Vous avez quand même fait le transfert ou non, vous êtes revenu? D'accord, vous êtes revenu. Ok. Revenu. C'était 3e fois à Barcelone, du coup. Ouais, 3e fois, c'est vrai qu'on... Vous connaissez la ville par cœur. Carrément. On connaît les quartiers, ça.
Et transfert de 2 embryons, ça n'a pas du tout pris. Non. Donc bon, là ça a été dur. Ouais, là ça a été dur parce que je savais qu'on avait investi beaucoup en fait. On avait mis enfin financièrement, pour moi je le vivais pas. En plus, je vivais pas bien. Ouais, Je me bien sûr. c'est de l'argent qu'on peut mettre dans des super vacances en fait. Et donc là. Ouais, Anaïs, là, en plus, elle commençait un peu à culpabiliser en disant j'ai un problème, je fais foirer, c'est de ma faute, je suis désolée. Je comprenais pas, en fait. Mais surtout qu'on ne vous l'expliquait pas, en fait. Il n'y avait aucune raison que ça fonctionne pas. Aucune explication. Et donc, bon, voilà. Et puis après, la dernière tentative, c'était en août. Ouais. Et pareil. Ça n'a pas fonctionné. Alors, ce qui est bizarre, c'est que chaque fois que j'ai fait des inséminations ou même les transferts, je savais que ça n'allait pas fonctionner. Ah ouais. Je le ressentais. En y allant ? Ouais. Je savais que je le disais rapidement. Peut-être autant pour les premières insées, je me disais, j'ai des symptômes, et qu'après, ouais, non. Là, la FIV, je savais que ça fonctionnerait pas. Tu l'expliques pas, c'est un ressentiment, enfin un sentiment comme ça, une intuition. Je cherchais le mot. Et donc, quand cette deuxième FIV n'a pas fonctionné, vous n'aviez donc plus d'embryons disponibles. Le stock est épuisé. Ouais. J'imagine qu'il y a eu une grosse discussion entre vous de savoir quelle était la suite. Là, moi, j'étais on arrête. J'ai dit, il faut qu'on arrête de courir après ça, il faut qu'on se recentre sur nous. Ça nous rendait malheureuses, en fait. Ouais, c'est ça. Même avec nos proches, nos amis, c'était quelque chose de compliqué à gérer. Et dans votre couple, est-ce que ça a un moment altéré quelque chose ? Sur des très courtes périodes. Ah si, c'était par exemple sur le dernier transfert, toi t'étais effondrée et moi j'étais... Toi t'étais plutôt détachée. En fait, surtout sous ce parcours, donc a duré 5 ans et demi. Ouais. En fait, on s'alternait. C'est-à-dire que quand moi j'étais au fond du trou, Anaïs elle avait la force de me relever, et inversement, et ça a toujours été comme ça en fait. D'accord. Donc il y en avait toujours une pour assurer l'autre. Mais vraiment, je me souviens vraiment le moment d'incompréhension de sentiment, c'était pour le dernier transfert où vraiment on ne sait pas. Où vraiment t'as dit mais on se comprend pas sur. Où ça. Ouais, il y avait une incompréhension entre vous deux. C'est ça. Toi, tu le ressens comme ça ? Ouais. Ouais, et puis après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a tellement de peine de part et d'autre que... Oui, puis moi, j'étais déjà en train de dire, bon, allez, on lâche prise, maintenant on se concentre sur nous, nos envies, nos vacances, on reprendra un chien s'il faut, pour combler... Enfin, vraiment des... Et toi, t'étais sans doute pas prête à entendre tout ça, en fin de compte, à ce moment-là, mais c'était moi, ma manière d'avancer. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, je le plus rapidement possible. Lâcher prise, lâcher l'affaire, quoi. Après, je supporte pas de pas réussir quelque chose. Ouais. En fait, c'est ce qui est le plus difficile dans ce parcours, je trouve, c'est que ça fonctionne pas au mérite, en fait. Parce que moi, je trouve que dans la vie, la plupart des choses, si on veut, on peut. On travaille pour... On travaille, voilà. On travaille, on y arrive. Et en fait, là, c'est la seule chose, je pense, qui ne se contrôle pas. Ouais. Et du coup, c'est très, très, très difficile à vivre et à gérer, ces choses qui sont incontrôlables. Et voilà, on a beau mettre de l'argent, du temps, de l'envie, et en fait, non. On n'est juste pas égaux face à ça, finalement. Enfin, personne... Non, c'est vrai, c'est ça. Tout à fait, pour le coup... Ça, c'est très très difficile. Et oui, c'est ce sentiment d'injustice. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Pourquoi les autres et pas nous ? Voilà, ce genre de choses. Ouais, et on n'a aucun moyen d'y remédier, en fait. Ouais. Et donc, vous avez décidé d'arrêter de faire... Oui, alors, donc c'est là où... On a fait une pause, on a appelé ça une pause à durée indéterminée. Ouais. Mais j'adore ce mais avec un sourire. Donc en fait, donc là, il faut revenir en arrière. Ouais, bien sûr. Pour revenir au moment de notre mariage, on avait un petit projet secret où on s'était dit peut-être qu'on n'arrivera pas à avoir des enfants de manière naturelle, mais on pourrait peut-être adopter. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'était dit on va faire les démarches. Ouais. Donc on a fait les démarches.
Donc on s'est mariés, parce qu'il faut être marié. Oui, il faut être marié, d'accord. On s'est mariés. Bon, c'est pas que pour ça. Que pour ça, on s'aime aussi. Non, vous aimez aussi. Mais oui, un peu, vite fait. Mais c'est vrai que... Ça a accéléré. Moi, j'aurais pu me marier un peu plus tard, parce que c'est vrai qu'on a fait... C'est que vous l'avez fait pour cette raison-là. Oui, et voilà, aussitôt pour cette raison. Ouais. On se serait mariés, c'est sûr, parce que c'était un projet. Mais on a un petit peu avancé la date. Et donc, on a fait une demande d'agrément pour un enfant, pupille d'état, sans particularité, quelqu'un, enfin voilà. Mais comment ça se passe? Parce que du coup, autre gros sujet pour le coup, l'adoption. Donc, vous avez dit, il faut être marié pour faire une demande d'adoption. Tout à fait. Comment ça se passe? Enfin, c'est sur internet, on retire un dossier quelque part. Alors pareil, on se renseigne sur internet. Et donc là, il y a des papiers. Alors, je sais plus si c'est le Conseil régional du Nord, faut écrire un courrier. Donc, c'est par région. Oui, ok. Voilà, tout à fait Ils nous envoient des documents. Pareil, il faut passer devant un psychiatre, il faut passer devant une psychologue. Il faut aller voir un médecin conventionné. Il faut donner plein de documents. Et en fait, ça part en commission. Attends, il y a aussi toute la partie enquête sociale. Enquête sociale. Donc ils viennent ici, tout ça, ouais. Ils sont venus trois fois. Et 3 fois, on s'est vu 4 fois. Et qu'est-ce qu'ils... ils inspectent le domicile, ils vous parlent, c'est ça? Oui. On parle de notre histoire, de nous. On parle de nous, et oui, après ça, qu'il y a un côté... on le savait, mais ça peut être un peu désagréable. Ils prennent carrément des notes, limite, ils font le plan de la maison. Ah ouais? Il y a combien de pièces? Est-ce qu'il y a une chambre... pour le futur bébé, vous avez un jardin, c'est bien. Vous avez un chien, un genre de choses. Et la voiture. Et l'enfant, vous l'imaginez. Donc en fait, il faut déjà se projeter avec Enfin, c'est ça qui est difficile. Il faut déjà se projeter avec l'enfant et vous pensez l'enfant avec votre travail. Comment ça va se passer? Donc c'est plein de questions. Il ne faut pas dire, je sais pas. Non, il faut vraiment avoir pensé sa parentalité. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, à ce moment-là de l'enquête, vous étiez... à fond dans le projet ou vous étiez encore sur la PMA? Non, je pense que c'était... Vous meniez les deux à égalité? Au tout début du projet adoption, on était peut-être encore plus sur la PMA. Je pense qu'on avait quand même cette envie d'un enfant biologique encore. Et l'adoption était vraiment au début une solution de secours. Sachant que pour nous, c'était un rêve un peu lointain en fait. Inaccessible. C'est vrai que quand on parle d'adoption, c'est ça. Que ce soit pour n'importe quel couple d'ailleurs, ça paraît très inaccessible. Oui. Donc c'est stimulant en fait de faire des dossiers, de parler, d'échanger, mais c'est vrai que moi j'y croyais pas. Je me suis dit... on l'a vraiment fait. Initialement c'est moi qui ai proposé le projet en disant... si au bout de 5, 6, 7 ans de PMA ça ne fonctionne pas, et qu'à ce moment-là on décide de débuter l'adoption, on aura perdu beaucoup de temps, sachant ça prend du temps. Un projet d'adoption c'est très très long. Et donc moi j'étais dans l'idée vraiment d'anticiper pour gagner des années et qu'on ait un plan B, on va dire. Au début c'était un petit peu ça. Mais plus ça avançait dans le projet... comme tous les parents, en fin de compte. Oui, bien sûr. Toujours un plan B. Je pense pas qu'il y ait un couple qui se dise, même s'il a la possibilité de porter un enfant, on se dit toujours... je veux adopter en première intention. Je sais pas. Je sais pas. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout ces envies de grossesse et qui n'ont pas du tout envie de porter la vie, qui ont envie d'être parents d'un enfant déjà là, parce qu'ils voient plutôt le côté je vais sauver quelqu'un. Oui, mais justement, ça, on a vu que c'était pas bon d'avoir faut pas prendre l'adoption pour dire je vais sauver la planète. Mais oui, c'est vrai qu'on entend ça de plus en plus. Mais après, le projet adoption a pris de plus en plus sa place dans notre vie aussi. Et c'est aussi un projet qui demande beaucoup d'investissement. Parce que une fois que le dossier agrément, tout ça est fait, donc on a eu l'agrément au bout d'1 an. D'accord. Et après, donc tout de suite, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est pas on a l'agrément et on attend les bras croisés dans son salon qu'on nous appelle en disant il y a un enfant. Il faut vraiment faire vivre le projet, le nourrir, se renseigner, participer à des réunions, leur rappeler qu'on est là, et
qu'on est hyper motivé, qu'on a envie, et c'est sûr que faut pas s'imaginer qu'on a notre agrément et après on attend 2 ans, 3 ans. On n'est pas sur une liste d'attente en train. Ouais. C'est pas le premier arrivé, le premier servi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Avant, c'était le cas. Ouais. Il y avait vraiment une histoire de liste, hein, et puis, mais là, très clairement, on peut avoir un enfant avant un couple qui attend depuis 5 ans ou 10 ans. Donc, mais là, on revient du coup sur ce que tu disais tout à l'heure, un peu plus le mérite finalement, c'est l'investissement qui fait... Un peu plus que pour la PMA, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu vois. Après, il y a aussi gros facteur chance, parce que c'est une histoire de rencontre en fait, avec des personnes qui vont décider, qui vont nous choisir en fait comme D'accord. Parce comme que couple. Nous, même si on a fait toute cette démarche d'adoption, mais tout le long de ce parcours, on nous a dit que ça ne sera pas possible. Oui. En fait, faut parce que sans doute la question va venir, pourquoi on a fait un peu les deux, mais c'est parce que on y croyait sans y croire, mais on nous disait non, vous n'allez pas pouvoir adopter, pas des couples homosexuels, donc on se retournait un petit peu sur la FIV, et puis voilà, en fait on a été ballottés vous étiez sur tout le deux temps, chemins. Quoi. C'était jamais précis en fait. C'est vrai que depuis le début, depuis le premier jour du projet adoption, on nous a dit, même les professionnels du conseil départemental, on a rencontré pas mal de personnes, c'était clairement utopique. Ouais. Très clairement utopique. Qu'il y avait vraiment un faible pourcentage de couples quasiment, homosexuels qui arrivaient à adopter. Il y avait eu, au moment où on a débuté, en France, aucun couple homosexuel qui avait pu adopter d'enfants sans handicap. En fait. D'accord. Oui, parce qu'il y a aussi ces classements, j'aime pas ce mot, mais je sais pas comment le dire autrement, c'est bébé en bonne santé, des âges aussi, non ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est quoi les catégories du coup ? Il y a l'âge. Ouais. Bien entendu, les nouveau-nés sont très demandés, donc forcément, nous, la demande qu'on a fait, c'est vraiment le bébé que tout le monde veut, en fait. Nous, on avait demandé enfant de moins de 3 ans, sans handicap, en fait. D'accord. Sans particularité. Sans particularité. Ok. Ouais. Et donc sinon, donc c'est ça, il faut préciser l'âge, il faut préciser handicap, oui ou non, et préciser, ensuite il faut être très précis dans le type de handicap, parce qu'il faut savoir à quel degré qu'un diabète c'est considéré comme un handicap, un souffle au cœur. Un souffle au cœur. Et ça on ne savait pas tout de suite, on l'a su en regardant pupille. Myopie, strabisme, et après, d'accord. Après des handicaps beaucoup. Une petite prématurée, un bébé qui naît prématuré. C'est considéré comme un handicap. Donc, oui, c'est vraiment... c'est vrai qu'au début on n'avait pas trop ces notions-là, donc nous... C'est vrai que quand on pense handicap, on pense un handicap lourd en fait, moteur, bien sûr, ou retard des acquisitions. Et donc c'est vrai que nous d'emblée on avait dit sans particularité. Oui. Et après il faut préciser aussi le nombre d'enfants. Ah oui, pour les fratries. Voilà, d'accord. Et donc nous c'était un enfant, 0-3 ans, sans particularité. Okay. Et puis le sexe on n'avait pas dit. Voilà. Ah parce que on peut choisir. Ah, d'accord. Ah oui, et on précise aussi l'origine ethnique. Et donc vous participez à des réunions, ce genre de choses, et c'est quoi ces réunions en fait ? C'est des professionnels qui viennent parler sur des sujets, des thèmes abordés sur l'adoption. Alors, j'ai plus trop les sujets en tête, mais il y a une association qui s'appelle La Voix des Adoptés, où c'est des enfants qui ont été adoptés qui parlent de leur expérience. La parole, qui prennent... donc c'est intéressant. Il peut y avoir sur l'attachement, des choses comme ça. Et après, c'est vrai qu'on avait vécu quelque chose d'assez difficile. On avait fait une réunion d'information avec un professionnel qui est venu parler et qui a vraiment dit ouvertement qu'il était contre l'homoparentalité et contre l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, en sachant que c'est un pédopsychiatre de renom. D'accord. Et là, ça a encore été... Et il savait que vous étiez dans la salle ? Ah non, c'est des réunions en petit comité ou c'est... D'accord, c'est une conférence un peu, d'accord. Il y avait des centaines de personnes. Oui, d'accord. Ok. On s'est fait toute petite. Ouais, là, on savait plus où se foutre. Vous avez réagi à ça ou... j'étais pas... Enfin, ça nous a chamboulé, ça nous a révolté en fait. Ouais. Puis on s'est dit, non, mais en plus, il y a les personnes qui... Il y avait tous les acteurs, de la région. Oui, donc c'est eux qui décident. Donc même ce pédopsie, il décidait. Donc lui, en fait, il était vraiment en train de
de donner son avis. Oui, mais si c'est pas lui qui décide pour... Non, pas lui. Non. Mais en tout cas, dans l'assemblée, dans la salle, il y avait tous les acteurs, tout... Le conseil de famille, éventuellement, Ouais. qui pouvait être là pour... Oui. Et Donc il influençait quand même. Exactement. Ouais. C'est ce qu'on Et s'est surtout dit, que c'est oui, bien sûr. quelqu'un qui, par ailleurs, a une aura... Ouais. Enfin voilà, moi j'ai bu ses paroles jusqu'à ce qu'il aborde ce sujet-là. Ouais. Et donc je trouve que c'est encore plus dangereux en fait, parce Bah oui. que c'est quelqu'un de brillant. Et il démonte le truc. Enfin, À la limite, après, toi, tu doutais de... Oui, moi, Ah oui, il t'a ouais. fait douter? Ouais. Bah oui, parce que, encore une fois, voilà, c'est un médecin, c'est un scientifique, alors pourquoi il pense ça, pourquoi il dit ça Puis c'était une question que tu te posais aussi au Oui. tout début Et donc, moi, ça m'a du projet. complètement ébranlé, quoi. Donc, heureusement que, encore une fois, Anaïs était là et a dit non, mais on va pas se laisser faire. Ouais, Au contraire, on continue, on va se battre et puis on va prouver qu'il a tort, quoi. Ouais, complètement. Voilà, donc c'était. Donc là, ça chevauchait un peu au moment où on voulait faire... Enfin, il y avait la fille, donc c'est pour ça que ça nous a Ah oui, fait d'accord, stimuler. c'était en même temps ce Donc en truc-là. fait, l'adoption, on s'est dit, oh mince, c'est tout, bon, allez, on va se remettre un peu dans la Ouais, parce que fille. vous vous êtes dit, en fait, c'est vraiment mort, quoi. Oui, Ouais, c'est non, mais ça. moi, voilà, je me suis dit, là, c'est mort, Ouais. c'est mort. Et là, à un moment, on s'est même dit, bon, bah, on va politiser le truc, on va porter plainte. On s'est dit, bah, vu que de toute façon, on n'a pas nos chances, Autant aller au bout. on s'est dit, bah, c'est pas grave, maintenant, on va mener un combat. Oui. Bon, après, et là, je pense qu'il y a un truc qui nous a retenu. On s'est dit, non, mais quand même, on va pas se savonner la planche, on va peut-être continuer c'était quand même un à y peu, croire. Oui, puis bon, après, là, pas faire de vagues. on était parti un petit peu dans la FIV, puis on l'avait là, hein, mais... Ouais. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu l'échec du premier transfert, et là, on a un couple d'amis qui a eu l'agrément après nous, qui ont pu adopter. Et là, D'accord. on s'est dit, ah mais non, mais on reste toujours... Un couple homoparental ou Non, hétéro? hétéro. Ok. Mais on s'est dit, Avec les mêmes critères que vous? Oui. Oui, d'accord. Et... Ça a été la claque de trop, je crois. Bah, ça nous a un peu stimulé. Alors, on s'est dit, mais ils vont nous mettre où? Est-ce que Déjà, je me posais la question, mais comment ça se passe? Comment ils choisissent un parent? Comment on est mis? Est-ce que nous, on est au fond d'un carton tout au bout, derrière la porte? Et je me dis, comment ils peuvent nous attribuer un enfant? Ils nous connaissent pas, ils n'ont pas souhaité nous rencontrer. Enfin, il y a juste le dossier d'agrément, mais après, ça se passe comment? Et déjà, il y avait toutes ces questions en tête. Et là, ce couple d'amis, ils ont un petit garçon. Et je me dis, ah non, mais c'est pas possible. Ouais. Alors là, ça y est, on est reboosté. Ouais, on a été T'as envie d'aller plus loin, ouais. super déçus, mais en même temps, ça a été une déception positive. Oui, ça nous a stimulé. Ouais. Alors, on a pris un rendez-vous avec des bénévoles d'une association qui nous ont dit qu'on n'aurait pas d'enfants. Ouais, peut-être dans 20 ans. Dans 20 ans, Ils nous ont dit revenez dans 20 ans. Mais il n'y a pas des critères d'âge, parce que dans 20 si, ans, vous allez... Ça voulait juste dire... Ouais. À 50 ans, ah bah non, 50 ans, je peux plus faire. Bah ouais. Parce qu'en fait, on a pris ce rendez-vous avec l'idée... moi, je suis arrivée en me posant la question, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, notre projet est réaliste en tant que couple homosexuel? Et là, la réponse a été non. Voilà, parce qu'il faut savoir que notre couple d'amis nous avait dit aussi, et ça nous a fait mal, mais au moins, voilà, on l'a entendu, que la psychologue qui les gérait, qui les encadrait dans leur projet, en fait, il lui avait parlé de nous. Et la psychologue a dit, il ne faut pas que vos amis se fassent beaucoup d'idées. Aujourd'hui, dans le Nord, tant qu'on a des couples hétérosexuels, c'est la priorité à eux, en fait. D'accord. Ouais. Voilà, donc c'est vrai qu'entre le pédopsychiatre, ça faisait beaucoup. Depuis le début, ce cas vraiment très concret, en fait. Ouais. Et ensuite, ce qui nous a été dit par les bénévoles de l'association, enfin... Non, ça a été dur. Ça a été dur, alors l'espoir, on le rebalote, on le remet sur la FIV, le prochain transfert, et puis parallèlement, toi tu as demandé à ce qu'on rencontre l'équipe technique de l'adoption pour, allez, on va rencontrer les bons professionnels et leur demander vraiment aller jusqu'au bout, de savoir... Voilà, c'était le rendez-vous du dernier espoir, quoi. Ouais. On voulait un deuxième nom, parce que là c'était donc des bénévoles d'une association, et là on voulait avoir le cœur net que c'était pas possible, et on voulait vraiment... Des décisionnaires en fait. Voilà, vraiment qu'on entende et qu'on nous dise la vérité, parce qu'on s'était dit on va pas continuer à s'abîmer encore dans ce projet-là, en sachant qu'on avait X années de PMA derrière, il y a un moment où on n'en pouvait plus.
pouvait plus d'espérer, voilà. Et du coup, on sollicite ce rendez-vous. Et on allait vraiment à ce rendez-vous en se disant, de toute façon, c'est le dernier rendez-vous. Et après, on laisse tomber aussi le projet adoption. Quoi. On arrête d'aller aux réunions, on arrête ceci, on arrête ça. Et en fait, le rendez-vous s'est absolument pas passé comme on s'attendait. C'est-à-dire qu'on est tombé sur une femme extraordinaire. Qui tout de suite, pareil, nous a revalorisé en tant que couple. Et tout de suite nous a fait comprendre que oui, c'était très compliqué en tant que couple homosexuel d'adopter, mais non, c'était pas impossible. Elle a expliqué que c'était une singularité en fait dans notre couple, comme une personne qui pouvait aussi avoir un handicap. Enfin, voilà, que c'était... ou un couple métis, ce genre de choses. Voilà, une personne, un couple avec une personne de couleur différente. Elle dit voilà, c'est votre singularité, mais ça ne va pas vous exclure en fait. Et donc non seulement elle nous a tout de suite accueillis en tant que couple et en nous rassurant quand même sur le projet, et surtout le rendez-vous qui devait durer une demi-heure a duré très longtemps. 2 heures. 2 heures. Et là elle a vraiment repris notre projet, elle nous a un peu testé sur où on en était de notre parcours, de l'avancement du projet de parentalité adoptive, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on a travaillé, qu'on nous demande. C'est pas le même projet que la PMA en fait. Pas du tout. Ah non, pas du tout. J'imagine, on n'accueille pas un enfant en adoptant comme on accueille un enfant en le portant en fait. Et voilà, donc elle nous a re-questionné, et je pense que le courant est passé, clairement. Puis, je pense qu'on était prêtes aussi. On est archi prêtes. Et puis effectivement, comme tu dis, on a travaillé ce projet de parentalité adoptive et limite, je pense qu'on était sans doute peut-être plus prêtes à... Il avait plus de sens pour vous ce projet-là, peut-être? Je sais pas. Oui, ça a un sens, c'est sûr. Mais je pense qu'effectivement, on était prête à accueillir cet enfant. Plus on échangeait, plus on était convaincus en fait que c'était possible et que... Parce qu'il faut savoir que quand on a un enfant avec une femme, dans tous les cas, ça sera jamais mes gènes. Donc dans tous les cas, moi je vis cette adoption, même si... Oui, c'est vrai. Voilà, donc le travail avait déjà commencé en fait. Bien sûr. Et puis toi aussi en fin de compte. Oui, parce qu'en plus avec... comme on a chacune fait l'essai de la PMA, on s'est projeté un travail en tant que parents non biologiques, quoi. Oui, parce qu'en fait, quand on fait une PMA en tant que femme, quand on a un couple de femmes, le deuxième parent doit adopter l'enfant. C'est ça. D'ailleurs, le mariage est aussi nécessaire pour ça. Tout à fait. Mais c'est au-delà de faire l'acte, entre guillemets, légalement, mais c'est aussi... c'est quelque chose à travailler, en fait. Tu ne fais pas... Enfin, la descendance ne vient pas de toi, en fait. C'est ça. Et du coup, donc on est sortis de ce rendez-vous. On est sortis. Et puis là, je me suis dit, bon, elle a un enfant pour nous. Alors, tu l'as ressenti comme ça? J'ai fait autant les filles, nada, et j'ai dit, bon, elle a un enfant pour nous, c'est sûr. Elle a un petit garçon. Enfin, je spoil le truc. Non, mais vraiment, t'as projeté un petit garçon? Ou alors, tu as projeté un enfant. Ok. C'est vrai que moi, je suis sortie aussi du rendez-vous en disant... Ouais, j'avoue, j'ai senti un truc. C'était un rendez-vous magique, en fait. Dans les questions qu'elle posait... Puis attends, elle nous a dit, faites un courrier pour faites ça, dites que vous pouvez être disponible des choses 6 mois. Hyper précises, en fait. Congé parental de 6 mois, vous êtes disponible... donc, bon, je me suis dit, elle va pas me demander à écrire ça pour... Puis voilà, donc après... Donc ça, c'est, juste pour préciser, ça c'est début août. D'accord. Et genre 2 semaines après, on partait pour la FIV, le deuxième transfert. Et donc, fin août, échec de FIV. Et donc, c'est là où... Toi, tu étais plutôt effondrée, et toi... Voilà, c'est là où... Finalement... en tout cas, c'est là où on dit PMA... terminé. Stop, quoi. Enfin, stop. Et puis, projet adoption, en tout cas, c'est en cours, mais en sachant que là, on était à 2 ans de l'obtention de l'agrément. Donc 3 ans depuis le début du projet, ce qui est très court. L'agrément, on l'a, parce que c'est pas, on l'a pas à vie.
Non, 5 ans. C'est 5 ans, ouais, d'accord, c'est valable tous 5 les ans. ans, il faut renouveler cette demande. Refaire tout le parcours complet Non, je sens un courrier pour Ok. dire qu'on est toujours... On est toujours, d'accord. toujours Alors en lancé. fait, il est valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, il faut refaire les rendez-vous, etc. Par contre, durant les 5 ans, à date anniversaire, tous les ans, il faut faire un courrier très complet finalement en expliquant l'année qui vient de s'écouler, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ce projet, quel livre on a lu, quel documentaire, enfin voilà. Prouver que vous êtes active sur le projet. À quelle réunion on a assisté, comment on a nourri le projet en fait. Ok. Donc fin août, vous tirez un trait sur la PMA. En fait. D'accord. On est en vacances, donc moi je vis très douloureusement l'échec de la FIV. FIV. Moi je vis bien les vacances. Je bronze, donc, je bois des cocktails. En tout cas, pour moi il y a quelques jours très très compliqués. Et puis là on continue nos vacances, on part dans le sud-ouest, donc un endroit qu'on adore. Et là c'est la première fois je pense depuis 5 ans et demi qu'on lâche prise. On parle de se lâcher prise pour les couples hétéros. Et là, on lâche prise et là, on se dit, ça y est, on va enfin reprendre notre vie, avec ou sans enfants, mais on va profiter, quoi. C'est fini de souffrir, c'est fini d'être mal. Et là, on a un appel. Ouais, on a un appel. Alors, qui veut pas dire grand-chose, hein, cet appel. C'est juste, on vous appelle, juste on aimerait bien vous revoir pour faire le point sur votre dossier. C'est la dame que vous aviez rencontrée ? D'accord. Tout à fait. Et donc, c'est moi qui reçois l'appel, je raccroche, je dis à Anaïs, on vient d'avoir un appel de madame, madame E. Et là, Anaïs, pareil, elle appelle parce qu'il y a un enfant, en fait. Là, je dis, mais n'importe quoi, calme-toi, les déceptions, ça suffit. Tu t'es emballée tout de suite, t'étais tellement sûre. Elle a juste dit qu'elle voulait refaire le point sur le dossier, donc calme-toi. Et donc il y a en fait 10 jours à attendre entre l'appel et le rendez-vous. Donc là, on n'en pouvait plus. Alors, tous les jours, je dis, Clémence, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Quel mot elle a utilisé ? C'est ça. Tu refais l'appel en long. Mais je ne sais plus. Là, j'avais la pression. Je dis non, je sais pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rappelé aussi donc, le couple d'amis qui avait eu donc 3 mois avant en fait, un petit garçon. Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous a appelé ? Alors eux, l'appel était beaucoup plus précis. Voilà, nous, il était vraiment... C'était succinct. Parce que eux, durant leur appel, ils ont demandé de venir avec, pour le congé parental, une attestation. D'accord. Et donc ça leur avait mis la puce à l'oreille, mais moi, elle me l'avait demandé déjà. Voilà. Et bon, du coup, on va accélérer un petit peu, mais en gros, on va à ce rendez-vous le 16 septembre 2019. Et là, on nous annonce qu'il y a un petit garçon qui nous attend. Ah ouais, comme ça ? Enfin, ouais, c'est ça. Waouh. Et alors, qu'est-ce qui se passe en vous ? Beaucoup d'émotions. Je pense que autant j'ai pas été enceinte, mais j'ai accouché du cœur en fait. Tout simplement, ça a été voilà un petit garçon. Elle nous donne quelques précisions. Un petit garçon, elle ne nous donne pas de prénom, elle ne nous donne pas si on savait qu'il avait à peu près 4 mois, une petite description physique, et puis voilà, au revoir, vous reviendrez dans 2 jours. Ah ouais, c'est juste comme ça. Le premier rendez-vous, il dure, c'est un peu frustrant, non ? Il dure 20 minutes, hein. Enfin 20-30 20 minutes pour vous dire un petit garçon vous attend. Et quand même, l'annonce de votre vie, ça dure 20 minutes. C'est fou. En même temps, je pense que plus long, on était tellement submergés parce qu'en fait, ils essayent aussi de faire mûrir en fait cette annonce. Pour que... c'est en accéléré, c'est sûr. C'est 9 mois en accéléré. C'est ça. Voilà. Mais ceci dit, la gestation est tellement en amont. Enfin, je veux dire, vous l'aviez préparée. Ouais. De toute manière, moi, je me dis, je ne suis pas tombée enceinte parce qu'il était là déjà, en fait. Et vous attendez, il n'y a pas de hasard. Non. Et a posteriori, on se dit, cette fille, en fait, c'est normal qu'elle n'ait pas fonctionné parce qu'en fait, il était... on interprète comme on veut, mais en fait, le premier transfert, en fait, il était déjà né. Il était déjà né. Voilà. Donc, il vous attendait déjà. Il nous attendait. Oui, moi, je crois vachement aux interprétations comme ça. Et donc, après, tous les 2 jours, pendant une petite semaine, on a eu des rendez-vous où on a eu plus de précisions sur lui, sur comment ça allait se passer, sur sa naissance, tout ça, sur son passé, son histoire. Un petit peu, oui. On a très peu d'éléments. D'accord. C'est une naissance sous X en fait. Ok. Voilà, donc on a très très peu d'éléments. Et puis le dernier jour, en
en fait, il y a une signature d'engagement qu'on s'engage à adopter. Ouais. Et là, il nous donne le prénom et la photo du petit garçon. D'accord. Voilà. Ouais, plusieurs photos même, c'est un petit ouais. album. Ouais. Et là, on est gaga en fait Ouais. sur les photos. Et donc après la rencontre, elle se passe 2 jours après. Donc en fait 10 jours, non 11 jours, en fait le 16 septembre c'est l'annonce qu'on a été choisi comme maman et on le rencontre le 27 septembre, donc 11 jours. 11 jours pour préparer... Vous le rencontrez et il rentre à la maison avec vous ou c'est juste une rencontre? D'accord. D'adaptation. Donc en fait il a passé donc 5 mois, ses 5 premiers mois de vie donc chez Junounou. Ok. Qui s'est occupé de lui. Et donc on fait sa rencontre chez la nounou. Ouais. Une rencontre qui dure 1 heure. Ouais, 1 heure, 2 heures, c'est assez rapide. Mais intense. Ah ouais. Ouais. Là, c'est ouf. Qu'est-ce qui se passe quand vous le rencontrez? C'est difficile. Je pense qu'on a le sentiment... un peu d'être dans un flottement, dans un rêve. On n'y croit pas trop. Ouais, en fait. On n'arrive pas à... Ouais. Enfin, moi, je pense la phrase que j'ai dû répéter 150 fois du 16 septembre au 27 septembre, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Et on avait tellement peur qu'on nous rappelle en disant ouais non en fait. Finalement non. Finalement on va vous le reprendre en fait. Ou les parents biologiques se sont... A changé d'avis. On savait pas trop en fait. Ouais. En fait c'est pas possible. Hein. Non. Mais une fois qu'on a accouché sous X, il y a un délai, vous savez, de rétractation. C'est 3 mois à peu près. 3 mois, d'accord. C'est pour ça que c'est pour ça que tu peux pas avoir un bébé à la naissance, d'accord. Donc ça on sait pas. Donc on imagine le pire. Hein. Donc donc moi j'arrêtais pas de répéter c'est pas possible. Et voilà, même le jour de la rencontre, on se dit c'est pas possible, le petit garçon qui est en face de nous, c'est notre bébé, c'est un bébé pour la vie quoi. Ouais. Et on a du mal à réaliser, il y a tout, l'émotion qui nous submerge, toutes ces années d'attente, le fait qu'on nous ait dit que c'était pas possible. Et que c'est possible au bout de... il y a eu entre guillemets 2 mois quoi. Ouais, entre le jour... la rencontre qui a tout changé en fait. C'est ça, ouais. Et après, donc pendant une semaine... il suffit d'une personne. Il suffit toujours d'une personne. Ouais. Et donc pendant 1 semaine, il y a ce qu'on appelle la semaine d'adaptation, où on va tous les jours en fait chez la nounou, de 9h à 19h. Ok. Et en fait, on apprend à connaître. Et vous gérez tout en fait, comme à la maison, mais pas à la maison. Oui, non. avec des étapes. Crescendo quoi. Ouais, voilà. Elle nous explique comment il fonctionne. Ouais. Et au fur et à mesure de la semaine, en fait, elle nous passe le relais. En fait, on donne le bain, on lui va manger, on va le promener. On l'endort, ce qui était difficile. Mais on l'endort. Et après, le 3 octobre. Ouais, il arrive avec sa petite valise, ses petites affaires. Mais vous aviez complètement matérialiste, hein, mais vous aviez des choses, vous avez dû tout acheter en 4ème vitesse. En 10 jours. Ouais. Bon, on a pas plus finalement. Ce qui est assez drôle, c'est que quand on a des envies un peu de grossesse, on regarde les sites, on dit ça c'est beau, on fantasme, on imagine, on est dans... Et en fait, là, on se dit, non, là, il faut quand même un lit. Donc là, c'est sous 6 semaines. Non, ça va pas aller. Tu peux pas le faire livrer. Ouais, c'est ça. Là, le critère, c'était qu'est-ce que vous avez disponible maintenant, tout de suite, là. C'est ça. Oui, c'est moche, mais peu importe. La poussette, le lit. Et donc on s'est équipé. Bon, on a acheté des choses parce qu'on avait envie d'acheter des choses. Ah bah oui. Mais on nous a aussi prêté. On a eu une vague d'amour, de solidarité. Ça a été... D'ailleurs, on a trouvé... On s'est dit, mais on a été tellement renfermés qu'on ne méritait pas en fait tout cet amour et ça a été extraordinaire. Mais il y avait une raison derrière tout ça. C'est pas juste parce que vous n'avez pas vécu cette période renfermée parce que vous êtes des mauvaises personnes. Oui. C'est pas, ça s'explique. Et les gens qui vous aiment savent pourquoi en fait. Oui. Aussi. C'est vrai que, comme dit Anaïs, les gens auraient pu être blessés. Ouais, bien sûr. Et pas se réjouir à leur tour de ce qui nous arrivait, quoi. Et en fait, tout le monde a répondu présent, quoi. Il était attendu de partout, ce bébé. Ouais. Et après, c'était un peu la file d'attente pour le rencontrer. Oui, parce qu'il faut savoir qu'après, il faut qu'on fasse famille, en fait, avec l'enfant, et donc pas de visite. On demande donc, même les grands-parents. Juste tous les 3 pendant 15 jours. 3 semaines même, 15 jours, 3 semaines, d'être tous les 3, quoi. Mais c'est comme ça que se construit une famille, hein. Même dans un parcours plus classique, ça devrait être comme ça aussi. Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, on l'a vu avec le confinement, hein, parce que les personnes qui ont eu des bébés pendant le confinement et qui ont pu être en famille pendant autant de temps sans visite, enfin, les bébés sont différents et enfin, la cohésion est différente aussi. Donc, en fait, c'est... Ouais, et encore 3 semaines, c'est rien, finalement. Ouais. C'est le temps qu'il faut. Puis après, moi, j'ai pris un congé, j'ai eu le congé maternité, en fait. Ouais. Donc, de 10 semaines, et après un congé parental. Donc, en tout et pour tout, 6 mois. Ok. Avec... Rien qu'avec lui. Ouais. On peut dire comment il s'appelle, quand même. Oui, le petit Gustave. Gustave. Et le prénom, il le portait déjà ou c'est vous qui avez choisi? D'accord. Ouais, on a fait le choix de changer, oui. Ah, je savais pas que c'était possible. On peut soit le conserver, soit le changer. Ouais. Et c'est un prénom que vous aviez en tête ou c'est en le voyant, il s'appelle comme ça? Non, on l'avait en tête, mais... Alors, moi, j'avais un autre prénom en tête et quand j'ai vu la photo, j'ai dit, je peux pas faire autrement, il a une tête... La photo... il a pas une tête à s'appeler comme ça, d'accord. Ouais, on avait 2 prénoms jusqu'au bout et la photo, Anaïs a dit, c'est Gustave. Ok. Ouais. Voilà. Et donc là, on nage en plein bonheur. Ouais. J'ai le sentiment que ces 5 ans, ou même cette dernière année, elle a été soufflée. Ouais. D'ailleurs, on oublie en fait le mauvais, en fait, on garde le meilleur. Et oui, le plus important, je trouve, c'est que, voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai été enceinte du cœur et j'ai accouché du cœur, en fait. C'est ça. Ouais, et puis... Enfin, même pour toi aussi. Toi, tu vois comme ça aussi? Oui, enfin, nous, c'est ce qu'on dit tout le temps avec Anaïs, sauf quand on parle de notre histoire. En fait, on oublie qu'on l'a adopté, hein, clairement. Ouais. Pour nous, il est là depuis tout le temps. Oui. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il vient se mettre dans une étape et... c'est comme si c'était écrit un petit peu. C'était écrit comme ça. C'était écrit. Et après, il y a quelque chose qui est très important pour nous et qui fait que ce projet a si bien fonctionné et je pense et a abouti, c'est que finalement on se rend compte que le fait d'avoir adopté un enfant, toutes les deux on est à notre place et il n'y a pas qui a porté, qui n'a pas porté, et on a vraiment chacune notre place, on est entre guillemets à égalité, et c'est génial, on vit pleinement notre maternité sans se poser de questions, et ça c'est top. Ouais, c'est chouette. Top. Ouais. C'est chouette. Il y a eu des difficultés qui sont particulières à l'adoption ou pas? Selon vous, ça peut être. Non, pour le moment. Je pense qu'en fait, les difficultés arriveront plus tard. Je pense vraiment. Ouais. Là, Gustave, il est trop petit. Non, et alors... nous, en tant que parents, pour le moment, moi, j'ai pas ressenti de difficultés. Non, alors... Par contre, ce que j'aimerais mettre un point, c'est sur les émotions qu'on traverse. Alors oui, il y a les émotions pour cet enfant qu'on accueille, mais en fait, on a vécu des émotions, mais j'ai énormément pensé d'où il venait, aussi la nounou qui nous l'a laissé. Enfin, j'avais le sentiment de prendre l'enfant de la nounou, mais c'est des émotions fortes en fait. Il y a eu, évidemment, par rapport à ce parcours-là... Parce que c'est une dame qui l'a recueilli, il avait 4 jours, et elle s'en est occupée comme son enfant jusqu'à ses... Ouais, il y a forcément un lien qui se crée, même si... Oui, puis elle nous a accueillis, et elle nous l'a laissé, et c'est vrai que c'est beau, c'est rempli d'émotions. C'est vraiment... Je pensais pas vivre ça. En fait, on pense pas à tout ça quand on adopte. Tout ce qui est un peu à côté... Ouais. Et au début, oui, on pensait aussi très très fort à, on va pas dire sa maman, mais sa mère biologique. Sa génitrice, parce que on avait des merci à lui dire en fait. C'est un beau cadeau. Mais au début, c'était... on avait l'impression de lui prendre son enfant, tout en sachant que c'était elle qui avait fait la démarche. Donc il y avait... ça n'a pas duré très longtemps, mais il y avait... Une espèce d'ambivalence comme ça. On y pense après, c'est... Ouais. Et on y pense, puis ce qui est bien, c'est qu'on a pu échanger avec les personnes, l'équipe technique de l'adoption, qui nous ont vraiment rassurés, qui nous accompagnent. Pour le coup, là, on était bien accompagnés, qui trouvaient... ils avaient les mots, en fait. Donc, ça, c'était... Ouais, donc il y a eu... Par rapport à l'adoption, il y a eu ça, mais sinon, depuis que Gustave est arrivé à la maison... Non, on vit comme des parents. Vous dormez peu, ce genre de choses. Ça va mieux, on apprend à voir les carreaux avec des traces de doigts. Ah oui, lâcher prise, tout ça. Par terre.
Ouais, non, franchement. Je pense que, après, faut pas... tout n'est pas tout rose, hein, et je pense qu'effectivement, il y aura des difficultés après, mais pour l'instant, on en profite. Ça fait du bien, un peu de calme après tout, toute cette tempête, mine de rien. Pire qu'une tempête. Complètement. Voilà. Félicitations Merci. Pour l'arrivée de Gustave. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bonheur parce que vous le méritez. C'est un mot que tu aimes, même si on ne mérite pas le bonheur. Enfin, c'est abstrait comme notion, mais bravo pour votre parcours. Merci d'avoir accepté de le partager parce que je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans vos mots, qu'elles soient en parcours PMA ou en parcours d'adoption. Parce que vous représentez les deux. Oui. Et finalement, derrière la tempête, il y a la lumière. Et ça vaut tout, en fait. Même si ça ne nie pas les souffrances, le bonheur, il est là et il ne faudrait pas lâcher, en fait. Ça aurait été trop dommage d'abandonner. Non, Puis après, je pense que, comme tu as pu dire, il y a toujours des explications. Il y a toujours une histoire, Il n'y a pas de hasard. Voilà. C'est ma phrase préférée du monde entier. Il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie, en général. Et il vous attendait, ce petit garçon. Ouais, c'est sûr. Et en tout cas, le mot de la fin, pour moi, c'est à toutes les personnes qui vont écouter notre histoire, c'est qu'il faut vraiment croire en ses rêves, se donner les moyens, jamais abandonner. Et voilà, moi, quand je me retourne sur cette histoire, je me dis qu'on a gravi cette montagne qu'on pensait infranchissable et que la vue est magnifique d'en haut. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Effie. Et puis, à bientôt, hein. Je ne saurais par où commencer pour remercier Clémence et Anaïs de m'avoir envoyé ce précieux mail qui résumait leur histoire il y a quelques semaines. Je suis fière et émue d'avoir pu la partager avec vous. Si elle vous a plu autant qu'à moi, partagez-la, faites-la vivre à travers vos réseaux et donnez-lui l'attention qu'elle mérite. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast Prenons un café sur votre application de podcast préférée et le noter de 5 étoiles si vraiment vous y êtes accro. C'est le meilleur moyen de lui donner plus de visibilité. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et si vous voulez papoter autour de cet épisode ou du podcast en général, venez me voir sur Instagram @Élise_Prenons un café. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous autour d'un café.